Alors, il n'y a pas le titre de mon intervention, mais il y a un peu d'angoisse en régie parce que j'ai promis de faire une histoire du cinéma mondial en 8 minutes. Mais vous allez voir, il y a un thème. C'est pas facile d'être un pays de cinéma quand on n'est pas les États-Unis. Et ce constat, beaucoup de pays le font aujourd'hui. Et en réalité, beaucoup de pays l'ont fait ces dernières décennies parce que les États-Unis occupent une place particulière dans l'histoire du cinéma. Une place qui est celle d'être un grand pays créatif, mais aussi une place qui est celle d'être un grand pays corsaire. Donc ce que je vais essayer de vous raconter en quelques minutes et 10 dates, c'est une histoire du cinéma qui est une histoire, vous verrez, de corsaire et d'abordage. Alors ça commence le 28 décembre 1895 avec les frères Lumière qui font la première démonstration publique du cinématographe. Avant eux, des dizaines d'inventeurs ont essayé de mettre du mouvement dans les images, mais ce sont les frères Lumière qui ont à la fois inventé la technologie la plus performante pour capter le mouvement des images et qui ont inventé en même temps la technique de projection associée pour créer une expérience collective. Et c'est cela le cinéma, et c'est la France qui l'invente en 1895. Alors les frères Lumière vont très vite, dès les semaines qui suivent, envoyer des opérateurs partout dans le monde pour faire la démonstration de leur technologie, pour tourner des images. Et c'est ainsi, deuxième date, qu'on est en janvier 1896 à New York. Et là, il y a quelqu'un qui les attend sur le quai du paquebot. C'est Thomas Edison. Thomas Edison qui a essayé d'être le premier à créer le cinéma avec le kinématoscope, qui n'y a pas réussi. Il n'y a aucune chance qu'il y arrive, puisque le kinématoscope, ça fait 50 kilos. L'appareil des frères Lumière en fait 5. Et surtout, le kinématoscope, c'est une projection individuelle, pas une projection collective. Mais Edison est absolument déterminé à en découdre et il embauche les détectives privés qui, au même moment, font la chasse à Butch Cassidy dans le Far West américain et ils vont mener la vie très dure aux opérateurs Lumière. En 1902, troisième date, après les frères Lumière, c'est un autre Français qui entre dans l'histoire du cinéma, c'est Georges Méliès. Et il va lui-même se heurter à des Américains, alors même que ces Américains lui devront beaucoup ensuite. Si les frères Lumière inventent le documentaire, Méliès invente la fiction. Et il fait même mieux que cela. Vous savez peut-être que c'était un magicien de formation. Et il invente les effets spéciaux. Au fond, il est ce maillon entre la grande tradition littéraire de la science-fiction, qui est d'abord une tradition française avec Jules Verne, et le grand cinéma de science-fiction jusqu'à Star Wars et au-delà, qui est une tradition américaine. Et la France, grâce à Méliès, fait le premier blockbuster mondial, Voyage dans la Lune, qui devient immédiatement un succès planétaire, notamment aux États-Unis. Il y a un problème qui s'appelle Thomas Edison, je le donne en 1000, qui va récupérer la copie, qui va en faire des dizaines et la distribuer à travers les États-Unis sans rien donner à Méliès. C'est donc le premier cas de piratage dans l'histoire du cinéma et vous voyez le rôle que des Américains y ont joué. 1914, Première Guerre mondiale, c'est à la fois l'affaiblissement durable et peut-être définitif de la primauté de la puissance européenne et c'est l'installation de la puissance américaine, précisément parce que les États-Unis ne sont pas le théâtre de la guerre et en même temps, ils bénéficient de l'économie de guerre. Et au fond, se joue là la bascule du cinéma. Les premiers studios, c'est pas Hollywood, c'est Pathé et Gaumont, c'est à Paris. Pathé, avant la Première Guerre mondiale, c'est 70% du marché des films aux États-Unis. Et avec la Première Guerre mondiale, la bascule se fait. 1925, il y a exactement 100 ans, c'est le premier film parlant. S'il y a une domination sans partage pendant cette décennie du cinéma américain, parce qu'au fond, le muet, c'est un langage universel, eh bien, l'apparition du parlant, c'est la contestation de cette domination universelle du film américain. Parce que le cinéma parlant fait apparaître le besoin d'une diversité culturelle. Ça rouvre un espace pour qu'il y ait des films français parce que parlant français. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les Américains vont voir cette possibilité comme une menace. Et que la posture, au fond, de refuser qu'il existe un autre cinéma que le leur, qui était jusqu'à présent une posture individuelle, Salton Edison, va devenir une posture plus collective. Il faut que j'accélère. 1927, épisode hyper intéressant au Royaume-Uni. C'est les quotas quickies. Domination du marché britannique par les films américains. Le gouvernement met en place une loi qui impose des quotas minimaux pour qu'existent des films britanniques. Cette loi est détournée par des studios américains qui vont créer des succursales à Londres pour saturer le marché britannique de films soi-disant britanniques faits très rapidement, budget dérisoire, à la va-vite, et ce sont les quotas quickies. Mais effet inattendu de ces quotas quickies, eh bien en fait, des dizaines de cinéastes britanniques vont faire leurs armes, vont se former, vont émerger, et au fond, ça dit tout
de l'histoire que je veux vous raconter. À la fois, à chaque fois qu'un pays veut poser des règles minimales pour protéger son propre cinéma, la réaction américaine est immédiate. Et en même temps, c'est aussi dans ce rapport de force que se fortifie un sentiment national et que naît la conscience qu'on peut être autre chose qu'un satellite culturel de la puissance américaine. Et c'est exactement ce qui s'est passé en France. Je passe en 1946, après la Seconde Guerre mondiale. L'Europe est exsangue de la guerre et il y a une aide massive américaine qui évidemment a des contreparties. Ce sont les accords Bloom-Burns. Ces accords permettent un déferlement des films américains à l'été 1946 et les films français ne peuvent pas du tout résister parce qu'on sort affaibli de la guerre de l'occupation. Mais c'est aussi dans ce moment-là que se fait une prise de conscience nationale en France, des manifestations générales, et que naît le CNC à l'automne 1946. 1947, c'est le GATT, l'ancêtre de l'OMC. Les États-Unis tentent d'imposer mondialement ce qu'ils ont fait dans quelques pays, à savoir libéraliser complètement le cinéma et l'audiovisuel, faire sauter toutes les mesures de soutien et de protection locale. C'est un combat de 50 ans que la France remporte avec quelques autres pays en 1993. Les Américains n'en restent pas là, ils vont chercher systématiquement dans chaque accord commercial à imposer une clause sur le cinéma. Ils le font au Mexique en 1994 avec le NAFTA, qui est l'accord ALENA. Ils le font en Corée en 2007 avec le Chorus. Ils tentent de le faire avec l'Union européenne en 2011, vous vous en rappelez peut-être, c'était le TTIP. Ils échouent en Union européenne parce que la France, avec d'autres pays, tient bon. Mais ils réussissent au Mexique et en Corée, et je vais juste vous donner l'exemple du Mexique, ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est un grand paradoxe. Parce que le cinéma mexicain est rené de ses cendres dans les années 2000 avec Iñárritu, avec Guillermo del Toro, avec d'autres cinéastes magnifiques qu'on connaît tous ici, qui ne sont pas assez connus au Mexique, parce qu'aujourd'hui, le cinéma mexicain au Mexique, c'est 5% de la fréquentation. Et donc, on a ce paradoxe d'un cinéma qui renaît, mais qui s'effondre à domicile parce qu'au Mexique, 95% de films américains, le constat est pire encore en Corée, mais je n'ai pas le temps. Alors, vous me direz, puisque j'arrive à ma dernière date, cette histoire est un peu déprimante. J'en avais pour 2 heures si je voulais être exhaustif, mais vous voyez, 8 minutes suffisent pour peut-être vous faire passer un message. En même temps, il y a une date très positive, c'est 2018. 2018, c'est la directive SMA, l'Union européenne qui cesse d'avoir peur et qui dit que l'espace audiovisuel européen est un espace de souveraineté et qui met en place des obligations d'investissement faites aux plateformes, toutes les plateformes françaises, européennes, extra-européennes, en disant qu'une proportion du chiffre d'affaires qui est fait sur notre territoire doit contribuer à financer en partie des œuvres européennes. Ça paraît simple, ça l'est, c'est un grand succès. Aujourd'hui, 16 pays ont ces obligations, dont la France, 10 y réfléchissent, mais évidemment, cette décision de souveraineté européenne est vue comme insupportable par certains Américains et on a aujourd'hui des contestations devant la justice, plusieurs endroits en Europe, de cette régulation. Alors je vous donne juste 2 chiffres pour apprécier si c'est effectivement insupportable pour les Américains. Aujourd'hui, la part de marché du cinéma européen en Europe, c'est 60%. La part de marché du cinéma européen aux États-Unis, c'est 1%. Donc certains nous diront que dans un cas, le cinéma est génial, c'est pour ça qu'il fait 60%, et dans l'autre, il est complètement nul, c'est pour ça qu'il fait 1%. La réalité, c'est que le cinéma n'est pas qu'une marchandise et que, au fond, les États-Unis, qui ont trop souvent critiqué, et ce sera ma conclusion, mais laissez-moi encore 1 minute, aura trop souvent critiqué les autres États pour la manière dont ils ont soutenu leur cinéma. En réalité, ils ont été les premiers à le faire. Alors en conclusion, où en est-on aujourd'hui en 2025 ? Où allons-nous en 2026 ? Trump est de retour, mais peut-être ce que vous avez saisi dans ce que j'ai voulu vous partager, c'est qu'à Hollywood, il y a eu bien avant Trump la tentation et la réalité d'un Trumpisme. Et qu'au fond, créer les conditions d'un rapport de force déséquilibré, se servir de la puissance économique pour pousser une puissance culturelle, faire table rase et faire en sorte qu'il ne reste que le cinéma américain, ça a toujours été l'un des fondements d'une posture corsaire sous toutes les administrations bien avant Trump. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une crise structurelle à Hollywood et le monde entier, qui est absolument dépendant, c'est une drogue dure au film américain, s'inquiète de ce qui se passe à Hollywood et se demande si demain, on aura toujours autant de bons films, si on pourra même compter sur leurs croyances, comme nous l'avons nous, dans l'avenir du cinéma. Alors la France, dans tout ça, effectivement, on a une fréquentation qui est un peu en berne, mais on s'en sort quand même bien mieux que dans le reste du monde. Entre 2019 et 2024, on a perdu 40% de fréquentation dans le monde, 28% en France. Mais nos fondamentaux restent très bons. 2 éléments. Premièrement, on a la chance en France d'avoir un modèle qui ne coûte absolument rien aux contribuables, parce que le modèle, vous le savez peut-être, ce n'est pas l'État qui donne l'argent du CNC, c'est le secteur, c'est-à-dire on prélève une taxe sur ceux qui diffusent des œuvres et cela génère des ressources que l'on investit pour faire de la France un grand pays de cinéma. Mais surtout, ce modèle produit des résultats prodigieux.
La France, c'est le 3e box-office mondial après la Chine et les États-Unis, alors qu'on est le 23e pays en population. Premier marché européen du streaming. Vous regardez aux Oscars en ce moment, vous avez 86 films dans la compétition pour le meilleur film étranger, 30 ont été coproduits par la France, 20 ont été soutenus par le CNC. Ça veut dire qu'un tiers du cinéma mondial aujourd'hui, le meilleur, est soutenu par la France, un quart par le CNC. Et un dernier chiffre, c'est le fait qu'on a la chance d'avoir le parc de salles le plus dense au monde. 90% des Français vivent à moins de 30 minutes d'une salle de cinéma. Et pour les 10% restants, on a des circuits itinérants qui vont absolument partout. Il n'y a pas de désert cinématographique en France. Alors oui, il y a des défis. Pour résumer en une phrase les défis auxquels on est confronté, il y a aujourd'hui le fait que l'ensemble des modèles de création premium, le cinéma, le streaming, même le jeu vidéo, sont challengés par des modèles low cost, tirés par les plateformes gratuites et sociales, comme YouTube et TikTok, par le développement de l'IA. Mais face à ces défis, on n'est pas démunis. Et au fond, on vit un moment aussi passionnant, aussi important que l'invention du cinéma. Et dans cette réinvention, la France peut jouer un rôle leader à la condition qu'on ne laisse pas s'abîmer ce qui marche. Qu'on n'ait pas, au Parlement ou ailleurs, la haine de soi de faire moins bien fonctionner ce qui marche pourtant bien. Et on est à la veille de 2026. 2026, ça va être les 250 ans de l'indépendance américaine, occasion de se rappeler, de rappeler à nos amis américains qu'on a été le premier pays à leur côté. Peut-être qu'enfin, ce sera l'occasion de faire en sorte que le cinéma soit moins un terrain d'affrontement, de procédures légales, mais enfin, entre les deux rives de l'Atlantique, un terrain de projets, de coopération, d'échange pour l'avenir du cinéma. Je vous remercie.